Bonsoir à toutes et tous. Je suis donc, comme Cédric l'a dit, Richard Monségu. Et je vais commencer, si vous m'autorisez, par déjà un regard sociologique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de se passer en ce moment. Pas forcément, pas du tout sur le contexte général, social, sociétal, ce que l'on veut, mais ici même. C'est-à-dire que les temps changent et on pourrait dire, sans faire de l'autoflagellation, que je n'ai rien à faire ici. C'est-à-dire qu'on est, par rapport à ce regard que je peux avoir ou que j'utilise, qui est un regard plutôt sociologique et anthropologique, c'est comprendre les activités humaines et le fait que je sois invité par une diversité populaire pour parler de quelque chose qui est traité par des disciplines auxquelles je n'appartiens pas, fait qu'il y a sur le marché une dévaluation, en quelque sorte, qui me permet d'être là ici aujourd'hui et d'être en position d'imposture. Et encore une fois, ce n'est pas une autoflagellation, c'est juste un principe de réalité, pour comprendre en fait le monde dans lequel on est, pour parler de soi-même et parler de souffrance, puisque aujourd'hui, avec le développement personnel, j'aborderai la notion de développement personnel, c'est-à-dire cette conduite ou cette attitude, on pourrait dire même une discipline, qui s'est développée progressivement dans les 30 Glorieuses depuis les années 70, 60 ou 70 particulièrement. Donc vous venez m'écouter et on pourrait dire que je suis n'importe qui et que je ne suis pas dans ma place. Et vous êtes là pourtant, et je vous en remercie. Ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est un moment qu'on va passer ensemble, où je vais vous demander, effectivement, nous allons nous demander de profiter de ce moment pour, avec un discours, essayer de comprendre un acte de communication. Je suis ici pour vous communiquer quelque chose avec un regard spécifique ou un regard singulier, c'est-à-dire le regard de l'anthropologie, de la sociologie, dont je traiterai à un moment. Mais je voudrais commencer par vous commenter rapidement, brièvement, le titre de cette communication, l'enquête sur soi comme réponse à la quête de soi. C'est-à-dire que la crise de la connaissance de l'homme, la connaissance de soi, commence, et vous le savez sûrement, commence dès l'Antiquité. L'Antiquité plutôt grecque. Et on s'est posé la question, à partir du 5e siècle, qu'est-ce que l'homme ? Et l'homme était jamais défini, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une définition de l'homme dans les philosophies classiques, enfin pré-classiques, avant, on va dire, Platon. Et ce qu'on dit de l'homme, c'est qu'on évoque des qualités et des vertus. Mais on ne définit pas ce qu'est l'homme. Donc la connaissance de soi, on pourrait dire que elle intervient quand on a débarrassé l'homme de tout ce qui est accidentel et tout ce qui est extérieur. Donc on a une notion du moi qui est séparée de l'univers. Et ça, c'est le rôle prépondérant. Le moi existe déjà, l'individu. Donc il y a la notion d'indépendance de l'homme. Et cette indépendance de l'homme, on va vite voir que elle est partagée par les stoïciens et les chrétiens, puisque on va dire que la dernière philosophie grecque, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme, je le rappelle, ça a été créé en Grèce, mais ça s'est développé 2e siècle, surtout 1er siècle avant Jésus-Christ, chez les Romains, qui étaient essentiellement des stoïciens. Cicéron était stoïcien, vous connaissez Épictète, oui, vous connaissez aussi... ce sont des gens qui ont... ce sont des philosophes qui ont développé une position philosophique qui disait que
qui développait en fait une immobilité de l'âme, ce qu'on a appelé l'ataraxie, c'est-à-dire rien de ce qui est extérieur, rien de ce qui est extérieur à l'homme ne doit perturber l'âme de l'homme, ne doit perturber l'homme. C'est pour ça que, en même temps que le stoïcisme, il y a eu aussi l'épicurisme, avec Épicure, et là Épicure a dit, de toute façon, comme nous savons que nous allons mourir, soyons heureux, puisque nous le savons. Voilà. Et l'épicurisme n'a pas eu beaucoup de succès dans l'Empire romain, et on va dire que les Romains, les politiciens, préféraient le stoïcisme qu'ils utilisaient d'ailleurs en politique, c'est-à-dire une tranquillité vis-à-vis des événements extérieurs. L'opposition entre les idéaux chrétiens et stoïciens, c'est que pour l'homme, les stoïciens, c'est la vertu, et pour les chrétiens, cette vertu ou cette indépendance de l'homme est en fait un vice et une erreur, puisque pour le christianisme, aucune voie n'est possible à part le salut. Donc, vice et erreur concernant la vertu de cette indépendance de l'homme. Donc l'homme n'a pas le pouvoir de la raison pour le christianisme, jusqu'à ce qu'il ait une révélation. Pour le moment, vous me suivez. Je fais très brièvement, j'essaie de vous parler des crises de la connaissance de soi, puisque je rappelle qu'une crise n'est pas forcément mauvaise, c'est juste la rencontre entre des conflits et souvent des luttes pour la vérité. Donc une crise n'est pas forcément négative. Nous vivons tous des crises. À partir du moment où nous nous interrogeons sur ce qui nous arrive, nous vivons des crises. Donc c'est la révélation et la grâce de Dieu, puisque Adam a échoué. Adam a échoué, il a chu. Et ensuite, il a fallu se rattraper, et notamment la raison ne pouvait pas répondre pour le christianisme. En tout cas, c'est une forme d'arrogance, si vous voulez. Alors, le problème de la crise de la connaissance de soi, c'est un problème qui est soulevé par un philosophe allemand le philosophe des sciences qui s'appelle Cassirer, philosophe du début du XXe siècle, et il dit que comme chaque discipline, c'est-à-dire anthropologie, sociologie, philosophie, économie, psychologie, voilà, toutes ces disciplines, et philosophie bien sûr, ont chacun leur point de vue. Et comme elles ont chacun leur propre point de vue, il s'agit de réunir ou d'unifier quelque chose qui est devenu, au début de première moitié au début du XXe siècle, quelque chose de compliqué. Il y a une abondance des études qui traitent de l'homme, et en même temps, cette abondance des études, elle peut perdre. Et nous sommes confrontés aussi aujourd'hui au fait d'être un peu perdu en tant qu'individu pour avoir des informations pertinentes, des informations qui nous permettraient d'y voir plus clair sur le monde qui est en train de bouger et comprendre ce qui est en train de nous arriver ou ce qui arrive au peuple, aux civilisations. Et là, la question de l'histoire, elle est très importante. Donc, l'unité, c'est véritablement la possibilité de la multiplicité et de la diversité. C'est ça qui fait l'unité. L'unité, c'est, comme dirait Lucrèce, donc dernier épicurien du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est la pluralité des mondes. C'est grâce à la pluralité des mondes et le fait de concevoir la pluralité des mondes qu'il y a une forme d'unité. Donc c'est d'accepter aussi la tension qu'il y a dans les contradictions dans cette unité. L'unité, depuis Platon, l'unité, elle est possible par la dialectique. Vous savez que Platon, c'est le premier philosophe à avoir vraiment isolé la question de la raison, de l'avoir séparée du cosmos, de tout ce qui concerne la physique, de tout ce qui concerne
merci, de la météorologie, de tout ce qui concerne ce qu'on appelle la physique, c'est-à-dire en grec physis, la nature, et c'est le premier à avoir fait des dialogues. Donc dans les dialogues, il parle de l'homme, de l'origine de l'homme, de l'origine du monde aussi, certes, mais surtout de la possibilité de la discussion. Et cette unité, elle est dialectique. On travaille sur la coexistence des contraires. Peu de philosophes ou peu de savants ont travaillé sur la coexistence des contraires. C'est pas tout à fait la même chose en sciences physiques ou en sciences biologiques, parce que l'objet n'est pas tout à fait l'homme. L'homme en tant qu'activité humaine. Dans le biologique, c'est autre chose, même si c'est inspiré du monde animal, particulièrement des mammifères, bien sûr, au XIXe siècle. En fait, il n'y a pas d'engagement subjectif, a priori, dans les sciences dites dures, c'est-à-dire sciences physiques, sciences biologiques. Bien évidemment, l'histoire des sciences montre le contraire, mais voilà. Donc ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, pardon, parce que intéressant c'est pas assez neutre. Ce qui est important, c'est que beaucoup de choses sont cachées. Et comme dirait Bachelard, qui est un philosophe des sciences aussi, il n'y a de science que du caché. Et Durkheim, qui est le père fondateur de la sociologie, fin du 19e, lui va essayer de comprendre, de montrer que l'histoire c'est l'inconscient. C'est-à-dire que notre inconscient c'est l'histoire. Nous sommes le produit d'une histoire. C'est ce qu'on appelle les sciences positivistes, qui considèrent que la science pourra résoudre tous les maux de la société. Je rappelle quand même que la sociologie a beaucoup lutté pour être considérée comme une science, puisqu'encore aujourd'hui, elle n'est pas considérée comme une science. Alors que la définition d'une science peut être argumentée, peut être développée, mais c'est dans le sens commun. On le voit bien chez les journalistes, ils considèrent que la sociologie et l'anthropologie ne sont pas des sciences. Comme par hasard, ça concerne l'homme. Et dès que ça concerne l'homme, pas de touche. Il ne faut pas y toucher. Donc il y a une communication des inconscients. Comment faire en sorte de travailler sur la communication des inconscients? Et je vous dis, et c'est important, l'inconscient c'est l'histoire. Donc si on veut comprendre les individus, ce que disent globalement les anthropologues et les sociologues, bien qu'il y ait des écoles, on est tout à fait d'accord, ce qu'ils disent c'est que il y a des structures ou des choses, des états de société dans lesquels nous vivons, et c'est parce que nous vivons dans ces états de société ou dans l'état dans lequel elle est, avec ces structures, ces systèmes, etc., que nous sommes ce que nous sommes. Donc c'est une forme de blessure narcissique, puisque nous croyons tous, bien évidemment, à la liberté et au libre arbitre. Or, c'est un peu plus complexe que ça. Donc nous sommes autour, les individus, c'est pour ça que le débat entre individu et société est assez stérile, c'est que ce que nous sommes, c'est par la sociabilité. Sociabilité, c'est-à-dire nous sommes des êtres sociaux et nous vivons dès notre enfance, y compris les orphelins, si jamais on dit non, ils sont tout seuls, nous vivons dans des organisations sociales et commençons, si tout va bien, par la famille, évidemment. Donc je pourrais dire que quand la relation à Dieu est réglée, on peut y aller, puisque la question ce n'est pas la croyance en Dieu, c'est la croyance en un inconscient qui est l'histoire. On ne peut pas dire que Dieu soit inconscient, puisqu'il révèle, il est là pour le salut. Quels sont les éléments qui constituent une culture? Parce que nous sommes dans une culture, la connaissance de soi, c'est dans une culture. Et ben on a le langage, on a les mythes, on a les arts, les religions et la science. Et quel est le rapport, quels sont les rapports qu'il y a entre ces structures? Donc la prise de conscience de soi, c'est l'individu, évidemment, ça passe par l'individu, mais cet individu,
est inséré dans des mondes sociaux, dans des relations sociales, dans des sociabilités, et c'est par cet intermédiaire de la vie sociale que l'individu peut espérer se connaître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissance de soi sans interroger le monde dans lequel on est. C'est là où ça commence à se compliquer. De quel monde parle-t-on? Chacun son monde. Eh bien, on n'y peut rien en tant qu'individu, il s'agirait de l'accepter et de considérer qu'il y a la place à l'invention individuelle. Il y a une lutte incessante entre tradition et innovation, entre des forces qui reproduisent et des forces qui créent. Les études de sociologie montrent que, par exemple, quand on est enfant d'ouvrier, il y a moins de chance, et je dis bien de chance, donc c'est pas la chance, j'ai de la chance, c'est pas les jeux du hasard. Hein. La chance, c'est intéressant de le voir comme principe objectif, c'est-à-dire comme principe réel. Il y a de fortes chances que si je suis fils d'ouvrier, je ne fasse pas des études longues, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas non plus la sociologie, ce sont des études qui le montrent. Et ça, ce sont des forces, on va dire, reproductrices. Vous êtes tous confrontés, je pense, après c'est la question du genre, hein, c'est-à-dire entre hommes et femmes, mais vous avez tous été confrontés, par exemple en ayant des enfants, en vous demandant si vous reproduisiez la même chose que votre maman ou votre papa. Et de quel point de vue, bien sûr. Donc soit on reproduit des propriétés, c'est-à-dire un savoir-faire, on est dans un milieu ouvrier, on va rester ouvrier ou pas, on est dans un monde paysan, etc. Et vous connaissez aussi cette expression qui s'appelle l'ascenseur social, c'est-à-dire que l'école, à partir de la Troisième République, fin du 19e, début du 20e, a été ce qu'on a appelé un ascenseur social, c'est-à-dire que l'école permettait de sortir, c'est ce qu'on disait, de sortir de sa condition. Bon, jusque-là, vous me suivez. Ok. Je me suis toujours intéressé à connaître pas seulement ce que je pouvais faire ou ce que les autres faisaient, mais je me suis plutôt interrogé à qu'est-ce qui pousse les personnes, les individus à faire ce qu'ils font. Puisqu'on parle de force, il y a effectivement une force coercitive, alors le mot est un peu compliqué peut-être, mais coercitive, c'est-à-dire qui s'impose à nous et qui nous amène à être ce que nous sommes. La difficulté, c'est d'essayer de trouver des éléments qui nous permettent de nous comprendre. Moi, je suis parti d'un constat quand j'ai vu ce qu'on appelle le développement personnel, c'est-à-dire qui fait partie des nouvelles techniques, j'appelle ça technique, de connaissance de soi. Ça vous parle tous le développement personnel, c'est générique, mais tout ce qui concerne la méditation, ou pour certains ça va être la psychogénéalogie, d'autres ça va être la psychanalyse aussi, ça peut... Bon, tout ça, c'est générique, c'est la connaissance de soi. Sauf que certaines disciplines existaient avant cette connaissance de soi, avant ce développement personnel, qui s'est plutôt développé dans les 30 Glorieuses avec la libération de l'individu. Donc il y a eu un phénomène de libération d'individus. Et vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui, depuis les années 2000 en tout cas, d'individualisme. Oui, ça vous parle ça aussi. C'est la fin d'un individualisme. Oui, bon. Sans trop savoir ce qu'on dit. Un peu comme les journalistes. Hein. Et puis les journalistes, ils ont des idées sur tout, mais surtout sur rien. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas assez suffisamment bossé les dossiers, surtout depuis les années 2000. Donc je parle des journalistes médiatiques, et je ne parle pas des journalistes d'investigation qui existent fort heureusement encore. Donc je suis parti d'un constat. Il paraîtrait que le monde va mal. Bon. Les individus sont en souffrance, les solidarités se délitent,
Et la faute à qui? C'est ce que je vous dis, ben, c'est un individualisme, c'est ce qu'on entend souvent en tout cas, qui est le responsable de tous les mal-être actuels et des crises collectives et individuelles. Bien. Et on dit par exemple les relations avec les voisins, oh ben non ça se passe pas bien, on ne discute pas, et pourquoi on ne discute pas, moi j'ai fait une invitation mais on ne me l'a pas rendue, etc. Hein, ça vous parle tout ça? Oui, très bien. Avez-vous raison ou pas? La question, elle n'est pas là, c'est comment être face à ces choses, puisqu'il est quand même troublant que tout le monde pense la même chose et tout le monde fait la même chose. Donc, cet individualisme qui est responsable de tous les mal-être actuels, des crises collectives et individuelles, et plus cet individualisme, je fais exprès d'utiliser le terme encore, prend place, plus il semble en lien à la pratique de ce qu'on nomme communément ce fameux développement personnel. Et c'est vrai que c'est un intérêt qui n'arrête pas de prendre de l'ampleur sous toutes ses formes. Alors, il y a une quête de mieux vivre, il y a une quête de bien-être, il y a une recherche de techniques, applicables surtout, pratiques, puisque nous sommes tous formés pour vouloir des résultats. Ce qui compte, ce n'est pas les opérations, c'est-à-dire ce n'est pas tant le chemin que les résultats. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est plutôt de voir les opérations que le résultat. Donc le regard que je vais proposer aujourd'hui, c'est un regard à la fois de sciences sociales globalement, un regard sociologique, puisque je le rappelle, la sociologie, ce n'est pas seulement des stats ou des études d'opinion, mais c'est aussi une discipline qui sait poser des questions aux faits. Peut-on poser des questions aux faits? C'est-à-dire à un fait, au réel. Et non pas par notre intersubjectivité, ce que nous croyons que le fait est, ou que la chose est. Vous voyez? Les termes sont importants parce que c'est un peu ce qu'a dit Durkheim, le père fondateur de la sociologie. Il a dit les faits sociaux sont des choses. C'est-à-dire nous allons les traiter comme on traite, comme un scientifique traite la description d'un minéraux, comme un biologiste pourrait traiter le comportement d'un animal. Mais sauf que nous avons affaire à un objet, donc si on considère que nous, même sujet, nous sommes objets, vous me suivez? Ouais. Nous sommes objets, ça ne veut pas dire nous sommes objets, nous sommes un objet. Nous sommes objets, c'est-à-dire nous sommes objets d'étude. Nous allons nous prendre pour objet. Eh bien, Durkheim dit les faits sociaux sont des choses et nous allons prendre les individus et les êtres humains comme des objets. Alors bien évidemment, ça a donné lieu à des choses qui ont dépassé, comme toute proposition, qui sont allées beaucoup trop loin. C'est-à-dire à force de voir l'objet, on oublie le sujet. Et de l'autre côté, à force de voir le sujet, on oublie l'objet. D'accord ? Pour ceux qui lisent un peu de philosophie ou même qui l'ont connu, je ne sais pas si vous l'avez connu peut-être, mais Sartre par exemple est la figure de l'hypersubjectivisme, ou en tout cas de la subjectivité, de la subjectivité, c'est-à-dire que Sartre et la liberté, c'est très important. C'est-à-dire que l'individu a des intentions et ce sont ces intentions qui font de lui un être libre. Ok ? Et de l'autre côté, on a un autre mouvement qui est plutôt le structuralisme et qui a dit nous allons prendre les sujets pour des objets, c'est-à-dire nous allons observer, nous allons nous considérer comme observateurs en se supprimant comme sujet. Ouais, ça va? Vous voyez la gymnastique? Bon, elle est relativement simple quand même. Bon, c'est une proposition en tout cas. Et encore une fois, comme je parlais de vérité qui est un enjeu de lutte, c'est que, comme dirait Marx, tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'histoire. Le jour où il n'y a plus de lutte, il n'y a plus d'histoire. Et il se dit aussi aujourd'hui qu'il y a des gens qui n'aiment pas le conflit, ou il y a des gens qui voulons éviter le conflit. Or, le conflit, c'est ce que nous qualifions comme étant négatif. Or, le conflit, c'est ce qui permet la dispute, mais au sens étymologique, c'est-à-dire la discussion. Ok ? Donc, on pratique des avis, nous avons des opinions. D'ailleurs,
entre parenthèses ou entre guillemets, je ne sais pas, l'opinion, j'aime bien la définition de Bachelard sur les opinions. Je vais essayer de vous la retrouver. En gros, il dit, alors c'est ici, je me donne un petit papier. L'opinion. Est-ce qu'elle est par là, l'opinion? En gros, il dit que l'opinion ne pense pas. C'est pas faux. L'opinion est très utile, elle sert à être détruite. C'est juste, alors, c'est juste une formule un peu provocatrice qui est basée sur le fait de vouloir savoir, ou en tout cas, comment essayer de savoir. En fait, c'est utiliser la pensée et utiliser cette dialectique entre l'objet et le sujet, c'est-à-dire je suis, mais vous êtes aussi, et comment pourrais-je vous comprendre alors que je ne suis pas vous? Comment pourrait-on comprendre quelqu'un alors qu'on n'a pas vécu? Vous connaissez cette expression? Oh, tu ne peux pas en parler, tu ne l'as pas vécu. Bon, elle est un peu totalitaire, un peu tyrannique, cette expression. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui a été inventé qui s'appelle la littérature. Et dans certains romans, on peut se mettre à la place des gens parce que c'est bien décrit. Vous l'avez vécu, ça? Bon. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est Flaubert qui en parle. Tout est intéressant pourvu qu'on le regarde assez longtemps. Ça, c'est une formule qui est très, très belle. Tout est intéressant pourvu qu'on le regarde assez longtemps. Donc, il y a la question du temps passé. Et ça demande un effort, puisque nous disons, nous aussi, et je fais exprès de manipuler du sens commun que nous pensons tous, c'est fait exprès, nous pensons que nous n'avons plus le temps est tyrannique aussi aujourd'hui. Alors que si on pense la vie en termes d'espace, c'est résolu. Espace mental, mais on va plutôt dire charge mentale. Donc l'espace mental, si on pense la vie en termes d'espace, le temps est résolu. Et c'est vrai que, pourvu que on le regarde assez longtemps, déjà il y a la question du regard. Il y a tout dans cette formule. Qu'est-ce que regarder? Est-ce que regarder c'est juger? Est-ce que regarder c'est comprendre? Est-ce que regarder c'est constater? Et qu'est-ce qu'on fait du constat que l'on peut faire? Et le pourvu que, eh bien pourvu que, on pourrait dire aussi être pourvu, c'est-à-dire être doté. Donc tout est intéressant pourvu qu'on le regarde assez longtemps. Et là, ça interroge aussi une question naïve, comme beaucoup de questions. Les questions d'enfants sont souvent les plus importantes. Ce sont des questions naïves. Mais le scientifique aussi est quelqu'un de naïf. Le savant peut être naïf. S'il arrive à avoir un développement aussi pertinent et aussi argumenté, c'est parce qu'il se pose des questions naïves. Donc la question naïve, c'est pourquoi suis-je intéressé par certaines choses et pas par d'autres? Comment pourrais-je être intéressé par quelque chose qui ne m'intéresse pas? Il faut voir le monde un peu comme un jeu, si on veut. Tout est jeu, en fin de compte. C'est pas pour rien que les sociologues ont parlé de jeu social. Nous sommes dans des jeux sociaux. D'autres ont parlé de théâtre. C'est une grande pièce de théâtre. D'autres encore, comme Flaubert, ont parlé de fiction. Puisque lui-même, c'était le réel, et que les autres, c'était la fiction. C'est ça. Il disait, je suis Madame Bovary, quand même. Flaubert. Donc, je crois qu'il y a une dimension qui est importante et que j'ai la chance de pratiquer, c'est l'humour. L'humour, non pas pour se moquer, mais comme autodérision. C'est-à-dire, si j'arrive à avoir de l'autodérision, eh bien, j'aimerais bien la partager avec les autres. Je pense que vous remarquez dans vos amis, peut-être dans votre famille. Bon, dans la famille, c'est peut-être moins évident parce que les rapports sont clivés souvent, ils sont dessinés, ils sont déterminés un peu. Ils sont même quelquefois surdéterminés. Vous avez peut-être dans votre entourage ce que vous appelez des bons vivants. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas touchées véritablement par les choses accidentelles qui peuvent leur arriver, et vous les nommez, vous les appelez optimistes. Non? Si vous ne connaissez pas de personnes comme ça, c'est dommage, hein, ça serait inquiétant. Il va falloir se bouger un peu.
pour aller voir du monde. D'accord. Donc voilà, le côté jeu, le côté ludique, je pense qu'il est très important. Et je prends ça très au sérieux, le ludique. Donc je peux me prendre au sérieux, mais en fait, en prenant au sérieux le ludique, je ne me prends pas au sérieux. Voilà, ça c'est la dialectique, désolé. Hein. C'est-à-dire un point de tension qui est capable de penser tout et a priori de ne rien dire, mais sauf que ça veut tout dire. De dire tout. Si je parle de moi, par exemple, ayant travaillé sur les goûts, donc les goûts, qui fait véritablement partie de tout ce qui est tout ce qui peut nous crisper quand on dévoile nos goûts, quand un autre dévoile nos goûts, on est un peu crispé. Les goûts, pour vous rappeler, c'est un ensemble de propriétés. Je fais exprès de les appeler propriétés. Là encore, je choisis mes mots. Parce que plus un mot est neutre, plus on va pouvoir le nourrir. Si je parle de caractère, d'un seul coup, je vais importer des notions, des pré-notions. On appellera ça des préjugés, mais je fais exprès d'appeler ça aussi des pré-notions, parce que si je dis préjugés, vous allez mal le prendre. Donc des pré-notions, des présupposés, c'est-à-dire nous présupposons que la personne est comme ceci ou comme cela, et qu'elle a un caractère. D'accord? Donc je vais plutôt parler de propriété. Parce que si je parle de propriété, je vais de suite mettre l'individu dans une possibilité de compréhension. Et ce n'est pas parce que je vais le comprendre que je vais l'excuser. Ouais. Ce n'est pas parce que je vais le comprendre que je vais le justifier d'exister. C'est l'individu qui va se justifier d'exister, comme nous nous justifions d'exister. Et nous nous justifions d'exister de manière inconsciente par ce que nous possédons, et particulièrement, non pas l'aspect matériel, mais l'aspect immatériel, mais qui se met dans les corps. La manière dont nous nous habillons, ce que nous choisissons comme habit, ce que nous choisissons comme mobilier, ce que nous préférons dans les goûts musicaux, ce que nous préférons dans le cinéma, ce que nous préférons, etc., etc. Et quand vous commencez à faire la liste, eh bien là, vous allez vous rendre compte que l'activité humaine, elle est basée sur toutes ces variables. Et si on les appelle variables, c'est qu'en les croisant, ces variables, elles donnent donc une possibilité de variation. D'accord? C'est un peu technique, mais j'hésite toujours, c'est pour ça que je me trouve un peu imposteur, c'est que j'hésite toujours parce que moi-même, je combats ce qui reste chez moi d'autocensure. C'est-à-dire si je m'autorise à dire ce que je dis, c'est au prix d'un grand effort. Un effort pas que intellectuel, mais un effort aussi de vouloir vous communiquer quelque chose pour lequel j'ai un investissement, et que cet investissement, je souhaite le partager pour qu'il puisse être compris. Et là, la compréhension, c'est pas je te comprends tel que tu es ou je t'accepte, c'est la compréhension au sens de Pascal le philosophe. Alors, il est incroyable, Pascal, parce qu'il a traité de tout. Il a fait un traité de géométrie à 16 ans. C'est un gars qui était très fin dans les relations sociales. Même s'il a beaucoup parlé de Dieu, mais il n'a pas parlé de Dieu comme tous les autres philosophes. Il dit « Je suis un point, compris dans un ensemble, au milieu d'autres points, et je suis un point compris dans un ensemble, et je comprends autant l'ensemble qu'il me comprend. » C'est de la géométrie presque, hein, de la géométrie de l'espace. Donc la notion de compréhension est une notion de point de vue. C'est-à-dire que c'est le point à partir duquel nous avons une vision. Et à partir de là, le structuralisme va nous aider beaucoup, puisque Saussure, alors Saussure, c'est pas que ça parle comme ça, hein, c'est pas la Saussure droite ou la Saussure gauche, c'est Saussure, Ferdinand de Saussure, oui, ça y est, on commence à comprendre après, c'est qu'est-ce qu'il dit, je fais exprès de vous embrouiller un peu, mais Saussure dit le point de vue fait l'objet. Ah ben tiens, encore un autre qui dit l'objet. Parce que nous sommes des êtres où nous nous plaçons dans un espace, alors bien sûr ce n'est plus un espace géométrique, ça va être un espace social. Donc là on arrive avec les nouveautés dans les années 60 de la sociologie, c'est un espace social,
Et dans cet espace social, nous sommes tous des points placés. Et nous avons chacun une vision, donc un point de vue. Ok? Et à partir du moment où ça c'est compris, eh bien celui qui va penser le point de vue des autres, ouais, ça va? Puisqu'il faut bien un point de vue. Là, par exemple, je vous propose mon point de vue. Donc c'est un point de vue qui a l'air d'être, comme dirait Leibniz, philosophe du 18e, le point géométral de toutes les perspectives. Et là, ça rend la position un peu absolutiste. C'est-à-dire, si je suis le point de vue qui observe les autres points de vue, je vais donc être l'observateur absolu. À chaque fois qu'on trouve quelque chose, et c'est ça, ces disciplines, moi, qui m'ont beaucoup plu quand je les ai apprises, à chaque fois qu'on trouve quelque chose, ce n'est jamais la fin. C'est inachevé. Et cette question d'inachevé nous renvoie à l'épicurisme ou au stoïcisme, en quelque sorte. C'est une acceptation que nous sommes inachevés. Et que nous mourrons inachevés. Et cette opposition-là, elle nous rend comme une forme d'humilité, si vous voulez. Mais attention, quand nous qualifions quelqu'un d'humble, c'est souvent un taiseux. Alors qu'on pourrait être humble tout en parlant. Vous voyez, par exemple, moi je suis timide. Mais comme j'ai des choses à dire, je ne le suis plus. Donc soigner sa timidité, est-ce que ça ne saurait pas avoir des choses à dire, en fin de compte? Et trouver les moyens. Alors, soit trouver les moyens, et si je parle en tant que sociologue, et aussi avec une vision d'économiste, c'est est-ce que je peux... pas les moyens, mais c'est pas avoir les moyens, c'est se mettre dans les conditions. Dans un marché d'offres et de demandes. Puisque le langage est un marché d'offres et de demandes. La langue, pardon, se place sur un marché d'offres et de demandes. Je vous donne un exemple? Ok. Je viens d'une famille d'ouvriers. Mes grands-parents étaient ouvriers non qualifiés. Et mes arrière-grands-parents étaient... mon arrière-grand-père était métayer. Donc métayer, oui, ça va. Métayer, un châtelain donne des terres. Et bon, j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents jusqu'à l'âge de 18 ans. Et une de mes grand-mères est encore vivante, elle a 99 ans, et mon autre grand-mère est morte l'année dernière, 98. Donc j'ai vécu avec les vieux, on pourrait dire. Mais je suis allé à l'école. Et l'école, eh bien, c'est une autre langue. C'est un autre langage, c'est un autre marché sur lequel on place ce que l'on sait dire ou ce qu'on ne sait pas dire. L'accent, par exemple. J'ai voulu faire du théâtre à 16 ans. Je suis allé dans un théâtre à Mont-de-Marsan, je viens des Landes, je suis gascon. Je vais à Mont-de-Marsan, oui, la campagne aussi, hein, quand même. Je vais dans un théâtre, et c'est un théâtre où c'était des Parisiens. Vous savez, dans le cadre de la décentralisation de la culture, merci Malraux, des artistes parisiens venaient travailler dans les campagnes, ou venaient nous apporter la vraie culture, le marché. Vous voyez? Je fais exprès de parler en termes de marché, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pour Dieu. Mais cette histoire de marché, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet d'objectiver des choses qui sont vécues comme des souffrances. Et quand on sait qu'elles marchent au-delà de nous et qu'elles marchent comme des forces, ça nous rassure véritablement sur notre propre culpabilité et notre propre autocensure, c'est-à-dire ce que nous censurons. Donc dans ce théâtre où il y avait des Parisiens, eh bien on m'a dit, bon écoute c'est pas mal, j'avais fait une impro, il fallait que je fasse une impro, j'avais fait une improvisation, je voulais travailler dans ce théâtre, je voulais prendre des cours dans ce théâtre et être un comédien apprenti, quoi. On m'a dit, écoute c'est très bien, je vais faire parler comme ça, n'est-ce pas? Écoute c'est très bien, mais il va falloir que tu perdes ton accent quand même si tu veux continuer. Perdre mon accent, ça m'a bouleversé. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis quand j'ai dit mais Fernandel alors, bon, ils n'ont pas su me répondre. Mais j'avais déjà de la répartie quand même. Parce que si je n'avais pas eu cette culture cinématographique, grâce à mon grand-père d'ailleurs,
qui adorait le western, etc. Bon, alors tous les trucs, bien sûr, Lino Ventura, etc. Tous les grands acteurs, acteurs français du cinéma français des années 50, eh bien, je n'aurais pas pu répondre à cette chose-là, ou je n'aurais pas osé. Mais ça m'a tellement bouleversé que je ne suis pas revenu. Parce que j'ai trouvé ça, je lance le mot, humiliant. Donc l'humiliation aussi, c'est quelque chose que l'on doit digérer, et en même temps, cette humiliation, je ne l'ai vécue comme humiliation que parce que je n'avais pas accès à ce que je sais, ce que j'ai su par la suite. C'est-à-dire, ne confondons pas ce que l'individu te dit, puisqu'il est au service d'un système, et il a très certainement raison de son point de vue. Donc quel est le point de vue qu'il mobilise pour que je puisse comprendre son point de vue et que je ne sois pas agressé par ce point de vue? Vous voyez? Bon. Je m'en sors pas trop mal. Pour le moment. Non, mais c'est un exercice, c'est un exercice, parce que j'ai vraiment envie de communiquer quelque chose, et c'est pas forcément évident, parce que parler d'outils ou parler d'instruments, il faut des exemples. C'est toujours pareil. Bravo pour la pensée abstraite, mais c'est bien aussi pourtant je parle, hein, et vous écoutez. Donc ça veut bien dire que vous avez une pensée abstraite aussi, puisque vous imaginez. Bon, c'est bien. Et qui a aussi une pensée abstraite qu'on dégomme très très vite? C'est les enfants. Eux, on les dégomme très vite. On a essayé de me dégommer, ça n'a pas marché. Bon, dans le sens où, je veux dire, dégommer, c'est-à-dire... on a essayé de me calmer, quoi. Il fallait pas... Vous savez, je viens d'un milieu populaire très... alors pas forcément très, et puis on va dire catholique, non, très... où il fallait que la tête ne dépasse pas. Quand on allait avec ma grand-mère chez les commerçants, il faut dire bonjour, il faut enlever le chapeau, il ne faut pas se faire remarquer, parce que je viens de conditions modestes. Donc il s'agit de bien se comporter avec les patrons, tout ce qui est au-dessus, etc. Voilà. Donc, je vous ai dit, l'enquête sur soi, elle marche comme ça. C'est ce qui n'a rien à voir, ou ce qui peut ne pas être tout à fait la même chose que la quête de soi. Parce que la quête de soi, elle peut être complaisante aussi. Parler de soi, on peut être complaisant. On peut aimer les ragots, on peut aimer les flatteries. Et c'est tout à fait naturel, je dirais. Alors pas naturel, mais culturel. Mais c'est pareil. Vous voyez, c'est compliqué. C'est-à-dire que tout ce qui est naturel, pour l'homme, est en fait culturel. Et on dit pourtant que c'est naturel. Ah, et à force de dire que c'est naturel, on essentialise l'autre. Notamment quand on lui dit « tu as tel caractère », on l'essentialise, on le fonde en nature. Et après, pour s'en sortir, malgré tous les arguments qu'il pourra trouver, déjà il faut lui laisser la place de l'argument, c'est-à-dire la discussion, et on a parmi nos sens quelque chose qui est terrible, c'est notre œil. Notre œil glace. Mieux vaudrait être aveugle pour pouvoir toucher. Homère, d'ailleurs, celui qui a écrit, vous savez ce qu'il a écrit, Homère est représenté dans la Grèce antique comme étant aveugle. Parce qu'il était de bonne aloi, il était de bonne constitution pour bien penser, pour bien savoir, de ne pas voir. C'est-à-dire de ne pas classer. Je rappelle que classer vient du grec catégorein, donc la catégorie, qui signifie insulter. L'étymologie, c'est très très important. Ça permet de redéfinir des mots qui pourraient être pris par d'autres, et notamment des puissants, qui pourraient être pris par des gens qui sont très influents et qui pourraient nous manipuler. Donc l'importance de la redéfinition des mots, elle est réelle. Elle est réelle. Pour ne pas se laisser manger, et surtout que la connaissance humaniste, ou la connaissance de la possibilité de comprendre les autres, sans les excuser encore, j'insiste, hein, est une démarche qui, selon moi, permet de se connaître soi-même.
C'est en travaillant sur les autres, c'est en travaillant avec les autres, que j'ai pu me domestiquer, en quelque sorte, et me comprendre. En ce moment, le monde de l'éducation ne va pas bien. Eh bien, l'instituteur, le maître d'école ou le professeur aurait tout intérêt à travailler sur le monde dans lequel il est inséré pour comprendre en fait ce qui lui arrive. C'est-à-dire, pour comprendre sa crise subjective, il faudrait qu'il s'interroge sur la crise objective. Et donc l'histoire. On en est là, comment on en est là? Comment, c'est une expression qu'on dit aussi, hein. Ah, comment on en est arrivé là? Donc, cette subjectivité, elle est importante, et je ne parle pas de sensation, je ne parle pas du sensible, qui pourrait être opposé à l'intelligible, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'est plutôt une démarche de réconciliation, ou de conciliation. Donc, je peux être quelqu'un, nous pouvons être un individu cérébral, nous pouvons être un individu qui, comme on dit dans ma famille de moi, se prend la tête, et en même temps avoir un rapport au corps très, pas du tout coincé, comme ce qu'on pourrait imaginer d'un intellectuel qui se déplace comme ça et qui n'est pas du tout à l'aise dans l'espace. Alors là, je renvoie à Nietzsche, le danseur, le philosophe est un danseur, etc. C'est-à-dire la réconciliation entre le corps et l'esprit. C'est tout à fait possible. Donc la subjectivité, le sujet, des fois, il doit déjouer des pièges parce qu'il est un peu complaisant avec lui. Et j'ai retrouvé la phrase de Bachelard sur les opinions. Bachelard dit « L'opinion pense mal, elle ne pense pas d'ailleurs. On ne peut rien fonder sur l'opinion. Il faut d'abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter. » Vous allez me dire, mais c'est trop facile, on a tous des opinions. Mais évidemment, on a tous des opinions. Mais l'opinion, je le transforme, c'est une pensée, c'est une classification. Donc si nous nous écoutons classer, nous allons nous comprendre. Puisque nous allons nous écouter insulter. Dire de quelqu'un qu'il est ceci ou cela, quand ce n'est pas des qualités, c'est quoi? Des défauts. Et qualité, défaut, on le supprime et on parle de propriété. Ce qui fait que c'est encore pire, hein, puisqu'on va en objectivant l'autre, on va lui dire vraiment qui il est. Et là, on rentre dans le problème de la sociologie ou des sciences sociales, ce qui n'est pas la même chose que le développement personnel, qui est plutôt globalement, je crois qu'il y a... Alors, quand j'ai fait mes recherches là-dessus, c'était en 2010, je crois que j'ai trouvé sur Google, sur l'Internet, 11 millions de références de développement personnel. Je pense que ça va être le double ou le triple aujourd'hui. Et c'est toujours lié, bien évidemment, au bien-être. Mais le bien-être est devenu une injonction. On te force à être heureux. Et déjà, la notion d'être heureux, la notion du bonheur. Moi, par exemple, je ne suis pas heureux, mais je suis content. Bon, ben, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Je ne peux pas être heureux parce que je regarde le monde. Donc, après, bien heureux, les simples d'esprit, etc. Mais il y a cette question vraiment de regard. Voilà, cette question de regard, elle est importante. Donc l'opinion, là, c'est un scientifique qui parle. Donc forcément, s'il veut comprendre les choses, il s'interroge sur l'opinion et il va dire l'opinion ne pense pas. Donc ça veut dire quoi? Que le scientifique n'aura pas d'opinion. C'est ça que ça veut dire. Il n'est pas en train de dire que l'opinion, c'est pas bon. Puisque nous ne pourrions pas vivre ou survivre si nous ne catégorisions pas le monde. Donc il est tout à fait normal qu'on le catégorise. Ce dont je parle, c'est comment comprendre cette catégorisation. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est acquise? Elle vient d'où? Est-ce qu'elle est liée à nos études? Est-ce qu'elle est liée à un placement dans un monde social vis-à-vis d'un mariage? Est-ce qu'elle est liée... Vous savez, il y a plein de choses qui dérangent. Et c'est vrai que la sociologie, particulièrement celle de Pierre Bourdieu ou Foucault, est subversive. C'est-à-dire qu'elle propose de dire, elle propose dévoiler n'est pas dénoncer. Or, le dévoilement est souvent pris comme une dénonciation.
si vous le repérez, enfin si vous le remettez dans ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que catégoriser ou classer, c'est une insulte, donc vous comprenez. C'est là où c'est compliqué. Mais, en même temps, s'il y a des arguments et s'il y a possibilité de comprendre le monde social, de comprendre les individus, c'est pour ça que je le rappelle, hein, le débat entre individu et société est vain. Même si on a l'individualisme aujourd'hui, j'aurais tellement de choses à vous dire, je ne peux pas tout vous dire en une heure. je peux pas, c'est une forme de frustration, mais qu'il faut que je travaille. Donc tant pis, même si je suis frustré, eh bien, je ne vous ferai pas vivre cette frustration par un comportement de maltraitance. Je vous en prie. Donc vous avez compris, l'individu classe, et donc comme l'individu classe, ah oui, par exemple si je parle du cinéma, alors je vais échanger avec toi, je vais dire quel est le dernier film que tu as vu, alors cinéma ou télé, peu importe, le film, bon, qu'est-ce que tu as vu dernièrement, etc. Ah ben moi j'ai vu ça, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Bon écoute, ce que je vais te dire c'est subjectif, hein, mais voilà ce que j'en ai pensé. Bon, ce que la sociologie propose, c'est que, en disant que c'est subjectif, il n'y a pas plus objectif que de dire qu'on est subjectif, en fait. Ah oui, ça y est, c'est reparti, mais qui nous prend pour qui? Dit autrement, donner son avis, donc donner son opinion, c'est une manière de se classer. Mais on va inconsciemment mettre à un autre niveau, et je dirais même quelque part rabaisser cette opinion en disant qu'elle est subjective alors qu'elle est objective, puisque c'est un classement. Donc on peut se comprendre juste en réfléchissant à ce qu'on pense. C'est tout simple. Hein. Je pense que tous ici, on est comme ça. Il suffit qu'on dise ce qu'on pense pour savoir qui on est. Et inversement. C'est-à-dire pour les autres aussi. D'accord? Donc la sociologie, elle va travailler sur quoi? Elle va travailler, comme la philosophie aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose. Elle va travailler sur le discours. C'est-à-dire qu'elle va faire beaucoup d'entretiens. Elle va faire des entretiens avec des individus. Et c'est là où on peut parler de socio-analyse. Socio-analyse, c'est une forme de psychanalyse. Une psychanalyse orientée beaucoup plus sur l'extérieur que sur l'intérieur. C'est-à-dire, si je veux nourrir mon intériorité, si je veux nourrir mon identité, c'est par l'identité des autres que je peux la trouver. C'est-à-dire, ce sont les autres qui vont me reconnaître. Et là, on parle de considération réciproque. Ce qui n'est pas la même chose qu'un respect mutuel. Là encore, un mot galvaudé, un mot utilisé, en veux-tu, en voilà, je te respecte. Eh bien, malheureusement, je suis désolé de vous l'apprendre, ça ne veut plus rien dire. Les Amérindiens, quand ils disent bonjour, ils disent, c'est la traduction littérale, je te vois. Bon, c'est quand même assez joli ça. Je te vois. Si je te vois, c'est que je te vois. Et donc j'ai la parole, je ne fais pas semblant de te voir, je te vois. Et pas je te respecte, ou le respect, c'est important, le respect. Considération réciproque. Pourquoi on mettrait les autres toujours, on les sommerait de respecter, alors que nous-mêmes, on ne se pose même pas la question si on respecte, en fin de compte. Donc c'est dans les histoires de vie qu'on trouve, dans nos histoires de vie, que nous trouvons des réponses. Et il y a plein d'écrits, vous voyez, j'ai amené différentes choses, il y a plein d'écrits, je terminerai par ça, il y a plein d'écrits de ce qu'on appellerait des transfuges. Ah, c'est pas un joli mot, transfuge. Transfuge. On appelle ça des transfuges de classe. C'est-à-dire, transfuges de classe, c'est-à-dire des individus qui vont migrer vers une autre classe sociale éloignée de celle dont ils sont issus. D'accord? Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais les classes sociales, ça n'existe plus. Tiens donc. Les ouvriers n'existent plus. Alors, la conscience ouvrière organisée autour du Parti communiste, avec Sartre et tous les intellectuels, certes. En revanche, les nouveaux ouvriers et les nouveaux ouvriers, aujourd'hui, il y en a plein. Mais comme les cadres sociaux d'existence ont explosé, ils ne sont plus organisés comme ça. Ce qui fait que ça fait des misères individuelles, des misères sociales individuelles. Beaucoup de
de souffrance, où on se sent tous abandonnés. C'est là où c'est compliqué, parce qu'on serait tenté d'écouter certains discours politiques, pour être rassuré. Et moi, je vous rassure, c'est pas là-dedans. Faisons confiance à nos savants. Alors certes, on n'a jamais vu un savant au pouvoir. Par contre, il a beaucoup de pouvoir, mais dans un marché du pouvoir, il est situé à un autre pouvoir. C'est-à-dire un pouvoir intellectuel. Les poètes, les écrivains, vous savez, ils ne prennent pas tout le monde de haut. Hein. Et puis, être intellectuel, quand on dit « oh, c'est trop intellectuel », je vous rappelle que c'est un métier. Quels sont que le métier d'intellectuel, mais quelles sont les activités humaines où l'intelligence n'est pas mobilisée? Il n'y en a aucune. Ne pensez pas que les pygmées de la forêt centrafricaine, chasseurs-cueilleurs, connaissent mieux leur écosystème que nous. Nous avons du mal quand même. Hein. Vous allez faire des câlins aux arbres? Bon. Non. C'est ce qu'on dit dans le développement personnel. J'ai aucun mal avec ça. Moi, là où j'ai du mal, c'est avec les gourous. Vous voyez ce que je veux dire? Les gourous. Et croyez-moi, il y en a. Quand je vous dis que je suis un imposteur, je travaille à ne pas être un imposteur, mais je vous dis que je suis un imposteur dans le sens où je me retrouve ici à parler de quelque chose que j'ai appris, mais ce n'est pas mon métier. J'aurais dû, si tout avait marché comme j'aurais voulu, être sociologue, je voulais être anthropologue, bon, voilà, et je suis artiste. Mais quand on cumule la position artiste et sociologue, eh bien, on se rend compte que la notion de subversion est liée aux deux. Parce que décider de passer sa vie à essayer de dévoiler le monde tel qu'il est et démonter tous les mécanismes de domination, croyez-moi, c'est une forme de subversion. Silencieuse, cachée, comme nous tous, pauvres peuples que nous sommes. Ça, c'est du pouvoir. C'est véritablement le pouvoir. Le pouvoir est caché. Il est dans ce marché, non pas parmi les dominants, parce que même si un sociologue ou un intellectuel peut nous dominer, il ne veut pas nous dominer. C'est nous qui décidons qu'il nous domine parce qu'il a un savoir. Et donc, notre opinion ne passera pas, etc. Et donc, nous nous dévaluons nous-mêmes par autocensure. Alors que nous pourrions très bien discuter. Et plus nous connaissons le monde social, plus on arrive à identifier ceux qui sont dans la flatterie de l'existence quotidienne. Plus nous savons les identifier. Et mieux vaut qu'ils nous fassent sourire qu'ils nous énervent ou qu'ils nous mettent en colère. Après, c'est la question de l'indignation. C'est ce que Bourdieu dit aussi. Transformer les indignations en recherche concrète. Ben voilà une sublimation. Nous sommes condamnés, je fais exprès d'utiliser le terme un peu fort, mais nous sommes condamnés à sublimer. Nous sommes condamnés à transformer. Nous sommes condamnés, puisque nous en avons assez des forces reproductrices, nous sommes condamnés à créer, à inventer. Donc essayons d'inventer. Moi je passe mon temps dans l'infinitésimal, dans la vie quotidienne, à inventer. À la caisse d'un supermarché, j'invente. Je discute. Je parle. Je dis, oh, celui-là, vous ne pouvez pas me le faire à 2 €. Et après, ça se détend. C'est tranquille. Parce que cela ne me coûte pas. Donc j'ai intérêt au désintéressement. C'est-à-dire j'ai intérêt à l'acte gratuit. Et c'est comme ça que je suis, parce que aussi je suis artiste et que l'art, c'est quand même le monde du désintéressement par excellence, l'acte gratuit. Mais en même temps, cet acte gratuit, c'est aussi le sens de l'honneur. Ne l'oublions pas. Le sens de l'honneur issu des sociétés rurales, le sens de l'honneur issu de certains mondes où il y a encore ce sens de l'honneur, qui n'est pas forcément masculin. Bon, alors, ça un autre débat sur le masculin et le féminin, ça ne me fait pas peur non plus. Mais il y a des forces sociales, c'est-à-dire que nous sommes élevés pour être des hommes, nous sommes élevés pour être des femmes. Donc j'encourage les hommes à avoir une part féminine et j'encourage les femmes à avoir une part masculine. Mais s'il vous plaît, les femmes, si vous avez une part masculine, n'ayez pas cette part masculine phallique de vouloir dominer absolument, que ont déjà les hommes. Donc, ok pour avoir les mêmes droits, mais s'il vous plaît, pas les mêmes devoirs. C'est important. Donc, parmi tous les transfuges de classe, c'est-à-dire ces miraculés scolaires, il y a Didier Ribon. Didier Ribon, qui est un philosophe,
un philosophe qui vient d'un milieu populaire, un milieu ouvrier, à Reims, et dont les parents... mais voilà, ça fait partie des transfuges de classe qui écrivent. C'est-à-dire que les transfuges de classe, bien sûr que je pourrais vous parler aussi d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, qui est une romancière, mais qui décrit comme personne qu'est-ce que ça veut dire écrire la vie. Hein? Elle dit écrire la vie, non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie. La vie, avec ses contenus, qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve de façon individuelle. Le corps, l'éducation, l'appartenance, la condition sexuelle, la trajectoire sociale, l'existence des autres, la maladie, le deuil. C'est quand même... Oui, on est concerné par tout ça, non? Ben oui, on est des hommes. Je n'ai pas cherché à m'écrire ou à faire œuvre de ma vie. Je me suis servi d'elle des événements généralement ordinaires qui l'ont traversée. Important, la notion d'ordinaire. Parce que pour moi, par exemple, l'ordinaire est extraordinaire. Vous voyez, je coûte pas cher, hein, et j'ai besoin de rien prendre. Généralement ordinaire, donc qui l'ont traversé des situations et des sentiments qu'il m'a été donné de connaître, comme d'une matière à explorer, pour saisir et mettre au jour quelque chose de l'ordre d'une vérité sensible. Il y a des romanciers. On les connaît aussi, les premiers romanciers, qui ont parlé du jeu ou du moi, c'est les romantiques. Alors là, par contre, le moi, il est revenu en force. À partir des romantiques, il s'agissait de sortir du XVIIIe siècle. Le moi est devenu quelque chose. On a vu Napoléon, par exemple. Il avait un gros moi, quand même. Hein. Il a bien profité l'Europe aussi. Et voilà, le moi romantique. Et ensuite, ils ont été condamnés. Je vais vite. Les réalistes sont arrivés. Les réalistes. Balzac, les descriptions. Alors, comme j'ai eu aussi affaire à des étudiants ou des jeunes, je leur ai posé une question naïve aussi. Oh, Balzac, Balzac, lire Balzac et tout, à l'école, oh, c'est des trucs d'école, c'est des trucs d'école. Et je leur dis, posez-vous la question, est-ce que vous pensez que Balzac a écrit pour être enseigné au XXIe siècle? Non. Il avait une fonction, ça s'appelait écrivain. Donc, comprendre, c'est aussi se mettre à la place de comprendre le point de vue. Donc la question du contexte aussi. Balzac écrivait pour décrire la société dans laquelle il se trouvait. Ok? Ensuite, il y a eu Flaubert, condamné pour Madame Bovary. Donc vous voyez dans quelle société moraliste on se retrouvait. Mais aujourd'hui, on est condamné même quand on fait des injures ou quand on insulte. Alors que je vous dis que catégoristai, ça veut dire insulter, classer, c'est insulter, ben ça veut dire qu'on insulte tout le temps. Alors, bon, quand même. Mais bon, comme je n'ai pas le pouvoir, vous ne pouvez pas me voir à la télé pour dire des trucs comme pareil. Ben oui, mais c'est pas grave. De toute façon, j'en veux pas de leur pouvoir. Ça tombe bien. Et c'est bien parce que je travaille sur tout ce que je travaille, que je ne me trompe pas sur mes ambitions. Mes ambitions, elles sont liées à ce que je sais faire. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Ce qui est important. Après, vous pouvez écrire des poèmes, hein. Donc l'écriture, c'est bien aussi. Donc, retour à Reims. Là, je vous ai parlé de... alors, retour à Reims, c'est un philosophe. Donc, un petit exemple. Pendant plus de 35 ans, je n'allais plus revoir mon frère avec qui j'avais partagé mon enfance et une partie de mon adolescence. Tandis que j'écris ce livre, il vit des aides sociales en Belgique en raison de son incapacité physique aujourd'hui à exercer son métier, ou un autre d'ailleurs. Porter des carcasses d'animaux pendant des années lui a détruit les épaules. Et si je n'ai plus aucun lien avec lui, il va de soi, et je l'ai souligné dans un chapitre précédent, que la faute m'en incombe. Nous étions déjà comme des étrangers l'un pour l'autre quand nous habitions ensemble, puis, pendant les 2 ou 3 années qui suivirent notre départ, quand nous nous retrouvions à l'occasion d'une réunion de famille, simplement rattachés l'un à l'autre par notre passé commun et par la médiation du rapport que nous entretenions avec nos parents, étroit pour lui et distendu pour moi. Je le voyais se satisfaire de tout ce que j'aspirais à quitter, et il adorait tout ce que je détestais. Ce sont des exemples qui n'hésitent pas à décrire une relation de famille. Je vous encourage vraiment, c'est un petit livre, ça se lit assez bien, parce que ce qui est chouette dans ces ouvrages, particulièrement de sociologues ou de philosophes, quand ils font une socio-analyse ou une autobiographie qui n'est pas complaisante, c'est qu'ils racontent des choses
auquel on peut vraiment s'identifier, et c'est du vécu. C'est comme pour la littérature réaliste. L'éducation sentimentale, c'est du vécu par Flaubert. Je rappelle, l'éducation sentimentale, c'est quoi? C'est un individu qui est déclassé dans sa province et qui va tomber amoureux de 3 femmes parce que ce sont 3 femmes qui sont dans 3 mondes différents. Donc c'est par les femmes qu'il va rentrer dans des mondes sociaux différents. L'éducation sentimentale, c'est donc un placement social. Magnifique livre aussi. La misère du monde de Pierre Bourdieu, qui a eu un succès phénoménal. Il était temps, le pauvre Bourdieu. Alors Bourdieu, ok, le sociologue le plus cité et le plus détesté au monde. Eh bien oui, forcément, parce que si on le déteste, on le dit, donc forcément ça rajoute les citations. La misère du monde, c'est quoi? La misère du monde, c'est des entretiens longs, très longs, qui demandent énormément de patience. Et là, on a une socio-analyse accompagnée, une socio-analyse qui aide. C'est-à-dire qu'on se rend compte, j'ai fait des entretiens aussi, on se rend compte que quand on a un entretien et qu'on fait parler l'autre, ou qu'on me fait parler, peu importe si vous êtes à ma place, d'accord? Eh bien, en fait, on propose à l'autre de s'auto-analyser aussi, parce qu'il va avoir la confiance de se livrer sans avoir peur d'être jugé. Ce qui change des discussions au salon de coiffure, ça c'est clair. Bon, moi c'est réglé. Mais je fais exprès de dire ça, parce que aussi, il y a beaucoup de sociologie monographique, c'est-à-dire monographique, on va étudier un lieu sur les salons de coiffure. C'est magnifique les salons de coiffure, moi j'y passerai ma vie. D'ailleurs, quand j'étais enfant, j'accompagnais toujours ma grand-mère au salon de coiffure. Et je restais là, et toutes les femmes, oh le petit-fils, Richard, oh là là, et puis elles se racontaient des trucs, et j'étais là, complètement émerveillé. Un peu comme Fellini, avec les femmes. Bon, j'ai pas fait de film. Donc, la quatrième de couve, elle est superbe, de la misère du monde. D'un côté, les responsables politiques, qui sont souvent très étrangers à l'existence ordinaire de leurs concitoyens. De l'autre, ces hommes et ces femmes, nous, qui ont tant de mal à vivre et si peu de moyens de se faire entendre. Hein, j'ai bien fait de dire non. Vous n'avez pas du mal à vivre, vous allez bien en fait. Bon, il faut qu'on parle, Cédric. Les uns ont l'œil fixé sur les sondages d'opinion, les autres protestent en dehors des cadres institués lorsqu'ils ne s'enferment pas dans leur malheur. Pierre Bourdieu et son équipe de sociologues sous la direction de Pierre Bourdieu. Une équipe de sociologues s'est consacrée pendant 3 ans à comprendre les conditions de production des formes contemporaines de la misère sociale. Vous voyez déjà, alors ça c'est typiquement sociologique, mais ça veut vraiment dire quelque chose. C'est que derrière, croyez-moi, il y a un boulot. Il n'est pas en train de dire, oui, 3 ans à comprendre la misère sociale. Non, il dit comprendre les conditions de production des formes contemporaines de la misère sociale. C'est pas du précis ça. Misère sociale, la cité, l'école, le monde des travailleurs sociaux, le monde ouvrier, le sous-prolétariat, l'univers des employés, celui des paysans, des artisans, la famille, etc. Autant d'espaces où se nouent des conflits spécifiques et où s'affirme une souffrance dont la vérité est dite ici par ceux qui la vivent. Et à chaque fois, vous avez des commentaires, des explications très compréhensives. C'est pour ça que Bourdieu parle de comprendre, c'est un exercice spirituel. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc vous voyez que la spiritualité peut exister dans la matière. Et juste pour la petite anecdote, être matérialiste, ce n'est pas forcément vouloir de l'argent ou vouloir être propriétaire terrien ou quoi que ce soit. Hein. Le matérialisme, ça vient de Démocrite. Et le matérialisme, c'est juste une manière de voir la matière. Je rappelle que Démocrite a eu une intuition atomiste. C'est-à-dire qu'avant que l'atome, vous voyez, cet atome-là, cette petite particule, soit expliquée scientifiquement, le gars l'avait comme intuition. Et il pensait que les atomes, ils étaient à l'origine de tout. Invisibles à l'œil nu, à l'origine de tout. Et l'expérience est toute simple. C'est que quand vous êtes dans une grange en poussière, vous avez, hein, moi j'ai fait l'andouille dans les granges, quand j'étais enfant. Alors qu'est-ce que c'était chouette là, vous vous êtes amusé dans les granges? Non? Ben allez-y. Bon, essayez de trouver une grange et puis vous y allez là, quand il y a les foins et tout ça. Bon.
Et on sautait, tout ça, bon bref. Et cette expérience, je m'en souviens, ça m'avait fasciné. Bon, j'ai pas eu l'intuition atomiste de Démocrite, mais Démocrite, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, en même temps que Platon, qui voulait d'ailleurs détruire ses écrits, parce qu'il n'était pas content. Lui, c'était l'idéal, l'idée, et Démocrite, c'était la matière. Et bien, quand les rayons du soleil transpercent les planches, vous voyez pas ces petits grains de poussière là, qui bougent dans tous sens, mais on dirait alors qu'il n'y a pas de vent, et ça bouge, et ça bouge. Et il a eu cette intuition à partir de cette expérience. Voilà. Et il en a fait toute une conception. Voilà. Je conseille aussi Virginia Woolf. Virginia Woolf pour toutes les féministes, et les féministes, tous les féministes aussi. 3 Guinées, magnifique fiction, mais pas tout à fait, mais qui a été interdite, publiée en 1938 et interdite, puisque Virginia Woolf comparait la tyrannie de la domination masculine avec le nazisme, en 1938. Ok. Donc ça c'est une œuvre de fiction, plus ou moins, c'est-à-dire qu'elle se met dans la situation, elle reçoit une lettre d'un homme qui lui demande, hein, ça commence comme ça, qui lui demande, donc elle ne lui répond pas pendant 3 ans, ça t'apprendra, tiens, pendant 3 ans elle ne lui répond pas, et cet individu, ce monsieur, demande à Virginia Woolf, à l'auteur, comment faire, à votre avis, pour empêcher la guerre? Et nous n'y avons pas répondu. Et après, donc, et par cet exercice où elle va répondre à une lettre sur la guerre, elle va parler des hommes et de la guerre. Justement. C'est pour ça quand je dis, pas les propriétés des hommes, masculines, s'il vous plaît, les femmes, parce que la guerre, ça va, quoi. Hein, on est au courant. Bon. Depuis la préhistoire, hein, quand même. Hein. Voilà, donc, 3 Guinées. Donc les relations hommes-femmes très très bien décrites par Virginia Woolf. Voilà. Ici, on a une auto-analyse qui est magnifique aussi. Un jeune des banlieues qui est emploi jeune en bibliothèque municipale. À l'époque, ça existait encore, emploi jeune. Là, on est dans les années 90, en bibliothèque municipale, qui lit un livre d'un sociologue et qui lui envoie un mail en disant « Oh, j'ai beaucoup aimé votre livre, merci beaucoup, c'est 80% au bac et après, de Stéphane Beau. Et je m'y suis retrouvé dedans, merci beaucoup, ça m'a fait du bien. » Ben oui, les sans-voix, on ne dirait pas les sans-dents maintenant, mais voilà, les sans-voix, hein, bon. Et s'engage par mail une correspondance où Stéphane Beau lui encourage à faire une socio-analyse, c'est-à-dire à décrire son monde et l'aide à formuler des idées. Donc il y a les problèmes matériels. Alors, ça commence petit à petit. Hein. Là, on est dans les années 2000. Donc je me permets de vous écrire pour vous remercier, etc. Lui répond « Cher monsieur, votre lettre m'a beaucoup touché. Elle me conforte dans l'idée que la sociologie peut servir à quelque chose. » Le sociologue, il est content. Je suis en train de finir un livre, vous m'avez parlé que vous avez arrêté vos études, eh bien reprenez votre licence d'histoire, il y a aussi le CNED si vous voulez, et passez dans 2 ans le CAPES, puisque vous êtes passionné par l'histoire. Le gars, il ne s'attend pas à ce qu'on lui réponde, et il dit « Oh, c'est avec un énorme plaisir que j'ai lu votre mail, merci pour vos conseils, c'est vrai que je devrais reprendre mes études et passer le CAPES, rien n'est impossible, etc. » Et petit à petit, cette relation va le remotiver, va lui redonner de l'énergie et il va tout raconter, il va raconter sa vie par segments que lui propose le sociologue, donc de faire une socio-analyse pour mieux se comprendre. Son rapport à la religion, son rapport avec les femmes, son rapport avec la banlieue, la situation du voile, etc., etc. Vraiment, de la compréhension, quoi, du compréhensif. Ça, c'est important. Rosemary Lagrave, se ressaisir. Alors se ressaisir, pourquoi? Parce qu'elle travaille justement sur
elle fait une enquête, c'est une transfuge de classe, elle le dit elle-même, hein, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe, et elle raconte tout son passé, famille nombreuse, et ce qui lui est arrivé quand elle était enfant, et comment elle comprend son rapport à l'école, que lui a permis de faire l'école, même si elle en a souffert, que lui a permis de faire l'école pour changer de conditions et devenir transfuge de classe. Vous savez, les transfuges de classe souffrent beaucoup, hein, parce qu'ils ont à la fois les reproches, ils peuvent avoir les reproches du milieu duquel ils viennent, dont ils sont issus, et ils peuvent avoir aussi les reproches du milieu dans lequel ils vont. Hein, c'est-à-dire qu'on peut leur faire... voilà. Et elle est âgée, elle a 80 ans, elle termine par un magnifique texte inspiré de la vieillesse de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir aussi magnifique, alors par contre un pavé, hein, mais bon, un livre ne se lit pas, il se consulte. C'est-à-dire que, et un livre se relit, il ne se lit pas, il se relit. Surtout pour les choses qu'on a envie d'apprendre. Ah, j'ai pas bien compris la première fois. C'est normal, vous imaginez, il faut suspendre les urgences du monde pour lire aujourd'hui. Donc la question de l'espace aussi, elle est importante. Voilà. Bref, je vais arrêter là. C'est très bien, c'est très bien. Ah, le mec. Ça ira bien, je veux dire. Et j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, évidemment. Et j'ai dit des choses que je... Tu ne voulais pas dire? Non. Alors là, je vais te dire, parce qu'après il me dit, après je lui fais, et après il me dit... Tu connais pas ça? Vaguement, ouais. C'est Coluche. Voilà. J'ai essayé d'être clair. Je vous remercie pour votre attention.